Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Lissoun Sisseka. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, vous êtes chirurgien pédiatre. Le prétexte de cette invitation, c'est le 9e congrès de la Société africaine de chirurgie pédiatrique, mais également le 3e de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique. Pour entrer dans le vif du sujet, comment se porte d'abord, avant de parler de l'événement, la chirurgie pédiatrique au Sénégal? Bonsoir, chers téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de revenir sur ce plateau. Alors la chirurgie pédiatrique, c'est une spécialité qui est assez récente, mais qui est en pleine expansion. On a de plus en plus de chirurgiens pédiatres en activité. Aujourd'hui, on est au nombre de 38 et on couvre tout le territoire grâce au travail incroyable du président de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique, le professeur Gabriel Ngom. Et actuellement, on a aussi également 20 chirurgiens pédiatres en formation. Si vous dites tout le territoire, c'est toutes les régions? Toutes les régions, sauf Fatick, Kolda et Kédougou, mais ça ne serait tardé. Est-ce qu'il y a de l'engouement autour? Ça suscite l'intérêt des étudiants en médecine d'aller vers la chirurgie pédiatrique? Alors de plus en plus, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas une spécialité qui est encore très bien connue, mais elle est de plus en plus. Moi-même, quand je commençais ma formation, je ne connaissais pas la chirurgie pédiatrique. Je suis venue quand j'ai fait mon internat et j'ai complètement adhéré. Et je vois de plus en plus de Sénégalais faire la spécialité, ce qui montre de plus en plus leur intérêt pour la spécialité. Est-ce que c'est attrayant? Quand je parle d'attrait, c'est par rapport au plateau technique. J'imagine que ça doit être très spécialisé, spécifique, opérer des enfants. Alors c'est une spécialité qui est très belle parce que déjà travailler avec les enfants, c'est un réel plaisir. Elle est très variée également parce qu'on fait de l'orthopédie, donc c'est-à-dire tout ce qui est les os, les articulations des enfants. On fait de tout ce qui est appareil urinaire. On fait également le digestif. On fait de la chirurgie néonatale. Donc c'est une spécialité qui est très variée et c'est ça en fait son grand attrait. Mais c'est une spécialité, c'est vrai, qui a besoin de beaucoup de spécificités. Donc on a besoin d'un plateau technique particulier. Donc on a déjà besoin de matériel adapté à l'enfant. On a besoin d'anesthésistes qui se connaissent en anesthésie de l'enfant, donc en anesthésie pédiatrique, et ils ne sont pas très nombreux non plus. Et idéalement également travailler dans un hôpital d'enfants parce que, comme on dit, les enfants ne sont pas des adultes en miniature et ils ont besoin de particularités qu'on retrouve mieux dans un hôpital pour enfants. Pour enfants, il y en a beaucoup au Sénégal? Il y en a deux. Il y a l'hôpital pour enfants Diamniadio et il y a l'hôpital d'enfants Albert Royer également. Et c'est là-bas que vous faites les interventions pédiatriques? Oui, voilà. On fait les interventions pédiatriques, mais il y a d'autres hôpitaux pour adultes, des hôpitaux mixtes, qui ont des services de chirurgie pédiatrique. Moi, par exemple, je suis au Centre hospitalier national de Pikine. Voilà. Alors, on va parler de ces deux congrès. Quels sont les thèmes que vous avez choisis pour cette spécialité, comme vous dites, pas très connue? Alors, voilà, comme vous l'avez dit, c'est le 3e congrès de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique. C'est le 9e de la Société africaine de chirurgie pédiatrique. Et c'est la première fois que ce congrès se tient au Sénégal. Voilà. Donc, c'est une opportunité pour nous pour montrer l'excellence de la chirurgie pédiatrique sénégalaise et africaine. Et nous avons choisi 3 thèmes qui sont les complications en chirurgie pédiatrique, les tumeurs de l'enfant, ainsi que les malformations urogénitales. Mais pour les complications, justement, vous rencontrez quelles complications en général chez l'enfant? Alors, les complications, de manière, on peut en rencontrer pendant l'intervention et après l'intervention. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, parce que c'est un défi auquel tous les chirurgiens sont confrontés. Habituellement même, on dit qu'un chirurgien qui n'a pas de complications, c'est un chirurgien qui n'opère pas. Et donc, le tout, c'est de savoir la bonne attitude à avoir face à ces complications. Et justement, ce congrès, c'est l'occasion d'échanger sur les nouvelles recommandations, les bonnes pratiques, mais surtout recevoir l'expérience des anciens qui sont passés par là avant nous, afin de nous permettre d'améliorer la prise en charge des enfants. Il y a également le cancer chez l'enfant. Bon, sur vos plaquettes, vous dites tumeur de l'enfant, mais pour que les gens comprennent mieux, on va dire cancer de l'enfant. Il y en a de plus en plus. Voilà, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui l'explique? C'est surtout qu'en fait, ils sont de plus en plus diagnostiqués grâce à l'amélioration des connaissances médicales, du plateau médical, mais surtout aussi grâce au travail considérable que les oncologues pédiatres font. Donc, on réussit à avoir de plus en plus de cancers chez l'enfant. Alors, c'est une bonne chose parce qu'on
ça nous permet de les traiter. Voilà. Et surtout quand c'est diagnostiqué. Surtout quand c'est diagnostiqué très tôt. Et je vais profiter de l'occasion pour sensibiliser les familles, les parents, surtout les mamans, qui lorsque vous voyez un changement de comportement ou un changement physique chez votre enfant, il ne faut pas hésiter à aller chez le médecin. Et en dehors de ça, il ne faut pas attendre seulement qu'il y ait un problème. Il faut faire des visites régulières parce que le médecin, il est apte à voir quelque chose que la mère pourrait ne pas voir ou voir tardivement. Et comme vous l'avez dit, la clé pour traiter le cancer, c'est de le voir plus tôt et ça donne de meilleures chances à l'enfant. De diagnostiquer le plus tôt possible. Alors, on va rester avec les tumeurs de l'enfant. Quelles sont les tumeurs les plus fréquentes que l'on rencontre? Alors, les tumeurs les plus fréquentes, ça va être d'abord les tumeurs au niveau du sang, c'est ce qu'on appelle les leucémies. Ensuite, nous, ce qui nous concerne en chirurgie pédiatrique, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les cancers au niveau du rein. Donc, ça s'appelle souvent, excusez-moi, le néphroblastome. Mais il y a les cancers peuvent toucher tous les organes. Voilà. On peut avoir aussi au niveau des os, on peut avoir au niveau de tous les organes, du cerveau. Voilà. Alors, pour ce qui est des malformations urogénitales, il y a un obstacle particulier, c'est le tabou lié à cette pathologie. Oui. Expliquez-nous un peu. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, parce que ce sont des malformations qui sont peu connues. Ce sont des malformations qui touchent en fait tout l'appareil urinaire, donc le rein, les conduits qui vont sortir les urines, les organes génitaux. Et en fait, ces malformations, non seulement elles sont peu connues, et des fois elles sont même cachées par les parents. Et cela constitue un véritable obstacle en fait pour la prise en charge, parce que ces enfants, même si ces malformations sont cachées, ils vont grandir avec ces malformations-là, et elles vont avoir un impact sur eux, sur leur qualité de leur vie, sur leur puberté, leur fertilité. Et alors que si les parents les avaient amenés plus tôt en consultation, on aurait pu les prendre en charge. J'en profite pour dire aux parents justement que ce ne sont pas des malformations qu'il faut cacher. Surtout par exemple les malformations qu'on appelle les variations du développement sexuel, qui sont un sujet encore un peu tabou, alors qu'il n'y a pas de raison. Ce sont des malformations pour lesquelles il existe des traitements médicaux et chirurgicaux. Les deux à la fois. Oui, voilà. Des fois les deux à la fois ou des fois l'un des deux. Et allez-y. En dehors de ça, il y a des malformations aussi qui touchent le rein et les autres voies urinaires et qui peuvent entraîner des conséquences même plus graves, qui peuvent même emporter la vie de l'enfant. Et la particularité, c'est que le diagnostic peut être très difficile, surtout chez le bébé, parce qu'il peut ne rien avoir au niveau des urines et juste présenter une fièvre, par exemple, et on va dire qu'il fait une poussée dentaire, par exemple, ou bien il va vomir, on va dire que... Alors que c'est plus grave. Alors que c'est beaucoup plus grave. Compliqué que ça. Alors, vous allez également parler de chirurgie... ça s'appelle chirurgie néonatale. Oui. Là également, où est-ce que vous en êtes Alors, du point de vue aussi bien technique que scientifique? Voilà. Donc la chirurgie néonatale, ça reste quand même l'un de nos principaux défis en fait en chirurgie pédiatrique, parce que les nouveau-nés, ils ont des très grandes particularités. La chirurgie chez le nouveau-né est beaucoup plus sensible, nécessite un matériel beaucoup plus adapté, des connaissances encore plus poussées, que ce soit chez l'anesthésiste. On travaille également avec les néonatologues, ce sont les pédiatres qui sont spécialisés chez le nouveau-né. Donc c'est encore ces chirurgies-là qui posent le plus de problèmes parce qu'on n'a pas encore tout le matériel nécessaire dans tous les services. Les hôpitaux pour enfants en ont, mais par exemple certains hôpitaux peuvent ne pas avoir le nécessaire pour faire de la chirurgie néonatale, alors qu'on en a besoin. Mais c'est pour ça qu'on l'a choisi comme sous-thème, pour justement pouvoir échanger sur... Alors je vais compliquer les choses et vous parler de chirurgie fœtale. C'est encore plus compliqué ici au Sénégal. Oui, la médecine... Ça se pratique? Ça se pratique effectivement. Ici, au Sénégal. La médecine fœtale, c'est une spécialité qui est nouvelle dans le monde, elle a à peine 30 ans. Au Sénégal, on a commencé depuis 2 ans à faire justement un groupe de concertation par rapport à ces enfants dont on fait le diagnostic de malformation avant la naissance. Et donc il y a pas des interventions chirurgicales sur le nouveau-né, mais il y a des interventions qui commencent à être faites pour permettre d'améliorer le pronostic de l'enfant à la naissance. Et ce groupe sur le fœtus même. En fait, ce sera pendant la grossesse, on peut faire des gestes pour permettre d'améliorer le confort de l'enfant, de lui permettre de pousser la grossesse le plus à terme possible pour qu'il puisse ne pas naître prématurément. Alors, quel genre de pathologie, justement, nécessite une intervention chirurgicale fœtale? Alors, elles sont très nombreuses. Si je prends... Quelques cas plus fréquents. Si je regroupe, par exemple...
par rapport à notre thème, les malformations urogénitales, on peut les diagnostiquer avant la naissance. Si je prends un exemple qui sont les valves, par exemple, de l'urètre postérieur, c'est une malformation qui est très sévère. Et si l'enfant n'est pas pris en charge très tôt, il peut avoir une insuffisance rénale et parfois même... avant la naissance, hein? Des fois avant la naissance, des fois après la naissance. Et là, justement, l'intérêt en anténatal, on a été amené à le faire, le gynécologue a été amené à le faire, c'est-à-dire il a permis de faire il a pu faire des interventions avant la naissance qui ont permis à l'enfant de pousser son évolution, sa croissance et permettre d'arriver à terme. Une autre de vos préoccupations, les infections ostéo-articulaires. Là également, comment ça se passe? Alors les infections ostéo-articulaires, elles sont encore fréquentes. Avant, elles étaient beaucoup plus mortelles. Maintenant, on n'est plus à ce stade. Mais ce sont des infections qui ont encore beaucoup de conséquences parce qu'elles peuvent entraîner des séquelles. Et en fait, ce sont des infections qui peuvent partir d'une conséquence, excusez-moi, de l'intervention chirurgicale pédiatrique? Non, pas forcément. C'est une conséquence de l'infection en elle-même. Parce que quand l'infection siège, par exemple, au niveau de l'articulation ou au niveau de l'os, ça peut gêner la croissance de l'os. Même si on traite l'enfant, de manière basique, un enfant, par exemple, qui joue dans la rue et qui se blesse à l'os. Il se blesse même pas forcément à l'os, en fait. Il peut se blesser juste faire une petite plaie. Et si cette plaie n'est pas bien traitée, en fait, c'est ce qu'on appelle une porte d'entrée, comme une porte d'entrée dans une maison. Et donc le germe, le microbe, il peut rentrer par cette porte d'entrée et aller au niveau de l'os ou de l'articulation et entraîner une infection. Et les colonoscopies pédiatriques? La cœlioscopie pédiatrique, en fait, c'était le thème de notre pré-congrès qui avait lieu hier et aujourd'hui. Que les gens sachent un peu. Voilà, en fait, c'est une chirurgie qui est mini-invasive. Donc, c'est la tendance actuelle dans le monde et également au Sénégal, c'est d'être le moins invasif, c'est-à-dire de faire le moins de chirurgie, une moins grande chirurgie, mais avoir les mêmes résultats. Donc, ce sont des chirurgies qui s'effectuent avec des caméras. Et sans trop ouvrir, quoi. Voilà, en fait, juste l'ouverture pour la caméra. Oui, voilà, juste une ouverture pour la caméra et pour les instruments. Et c'est à peine 5 mm en fait. Et ça a des bénéfices énormes en fait. On n'arrête pas le progrès. Oui, exactement. Alors, pour ce qui est de la checklist au bloc opératoire, pourquoi vous vous intéressez également à ça? Parce que c'est une mesure de sécurité qui est très importante, qui est obligatoire dans beaucoup de pays et qu'on commence justement à développer au Sénégal. En fait, c'est une mesure de sécurité pour le patient. Quand il vient au bloc opératoire, il faut s'assurer avant de commencer à l'opérer que c'est bien le patient, quelle est l'intervention, que c'est bien le côté, que le matériel est en place. Et en fait, c'est pour que tout le monde dans le bloc opératoire soit au même niveau d'information. Et c'est pour la sécurité du patient. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Qu'on ne se trompe pas de cible, quoi. Voilà, exactement. Si on parle comme les militaires. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'organisation pratique, comment ça se passe? Qui sont les participants? Combien de participants? Cela se passe où? La checklist? Non, là on est au congrès. Hein. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation, comme je dis, comment ça se passe? Alors, dites-nous tout, hein, racontez. On a commencé le pré-congrès, c'était hier et aujourd'hui, c'était à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Et le congrès en lui-même, il aura lieu donc le 7 et le 8 décembre, donc demain et après-demain, au Radisson Blu. On attend environ 300 participants, donc du Sénégal, mais aussi de toute l'Afrique. On aura des participants qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Tchad, du Maroc, de la France. Et donc voilà, ce sera un congrès qui aura lieu sur ces 2 jours-là, avec un programme qui est très riche et qui va nous permettre de vraiment améliorer nos pratiques. Alors, si vous aviez un message à lancer aux parents par rapport à la discipline? Voilà, donc je vous remercie encore de m'avoir invité sur ce plateau. C'est avec plaisir. Tous les enfants ont le droit de grandir en bonne santé et nous, notre devoir en tant que praticien, c'est de donner les informations nécessaires pour que cela puisse se faire. Et j'en profite justement pour sensibiliser les parents sur la nécessité de consulter devant tout changement chez votre enfant et de ne pas non plus attendre le changement, d'aller consulter régulièrement pour que le médecin puisse faire le nécessaire lorsqu'il voit quelque chose. Alors, aux étudiants en médecine, pour les motiver à venir rejoindre cette discipline également, qu'est-ce que vous leur dites? Alors c'est une très belle spécialité avec des encadrants, des enseignants exceptionnels qui vont vous motiver comme ça a été le cas pour moi et vous allez voir, c'est une très belle spécialité, on apprend beaucoup et on est vraiment très bien encadré. Je vous encourage à venir faire la chirurgie pédiatrique. Merci beaucoup, Dr Lisoun Siseka. Nos amitiés au Dr K. Merci à vous. Merci également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit.
Tout de suite, vous allez avoir Pape Ngagne Ndiaye qui reçoit dans l'émission Faram Facce Maître El Hadj Diouf. Il est candidat de la coalition Maître El Hadj Diouf président 2024. C'est juste après ça. Merci, bonsoir.